coup de tocsin. Bonjour, bon tweet, comment allez-vous? Bonjour Maximilien, ça va bien et vous? Ça se passe bien le remplacement de Clémence? Oui, très bien. Alors, de quoi allez-vous nous parler cette semaine? Bon alors comme c'est les vacances, je vais faire une petite chronique cette semaine, mais je voulais quand même vous faire part d'une petite réflexion. Alors, en fait, quand Clémence m'a proposé de venir faire une chronique au tout début de Tocsin, on s'était mis d'accord sur le fait que c'était censé être un truc humoristique. Et je m'aperçois que plus ça va, plus mes chroniques sont une espèce de tableau de bord du déclin accéléré de la France, ce qui n'est pas drôle du tout. Il ne se passe plus une seule semaine sans qu'on apprenne des choses absurdes, qu'on passe pour des cons partout dans le monde, ou sans qu'un député, un sénateur ou un ministre ne nous sorte une niaiserie ou une énormité, véritable baromètre du déclin intellectuel et cognitif de nos élites politiques. Et surtout, il ne se passe pas une semaine sans qu'on nous ponde une nouvelle taxe ou une nouvelle norme absurde pour enfoncer encore un peu plus le pays. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Volontiers. Donc là, en ce moment, la Terre entière s'accorde à dire que la France est l'homme malade du monde qui non seulement croule sous la dette, mais une économie tellement sclérosée avec une population tellement exsangue qu'on ne voit actuellement absolument aucune issue à la situation actuelle. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfait. Donc, dans n'importe quel pays dirigé par des gens à peu près normaux, on aurait tendance à se dire, tiens, on va peut-être relâcher un peu l'emprise de l'État pour laisser la population souffler un peu. Et à défaut de baisser les impôts, on va au moins mettre la pédale douce sur l'aspect normatif. Parce que je vous rappelle qu'en plus d'être le pays le moins compétitif fiscalement du monde, nous sommes aussi celui qui a le plus de règles, de lois, de normes et de textes en tout genre. Ce serait logique, en effet. Eh bien, pas du tout. La semaine dernière, on a appris par exemple que tous les bateaux permettant d'exercer une activité professionnelle devaient obligatoirement avoir des chiottes. J'ai vu passer ça, oui. Bon, alors, sur un paquebot de croisière, un pétrolier ou un porte-container, c'est une mesure qui se comprend parce que quand on passe plusieurs jours en mer, c'est un peu compliqué de se retenir. D'ailleurs, les constructeurs de ces embarcations n'ont pas attendu le législateur pour les prévoir dans leur conception. Mais là, comme on est en France, il y a toujours un connard pour aller compliquer le truc et s'occuper de sujets dont il ne connaît rien, vu qu'il a rarement l'occasion de sortir du 7e arrondissement de Paris, sauf bien sûr quand il part pour ses 4 mois de vacances. Et où voulez-vous en venir? Donc cette fois-ci, le connard en question a décidé, je le répète, que cette obligation allait concerner tous les bateaux permettant d'exercer une activité professionnelle. Absolument tous. Oui, et donc voici le bateau qu'utilisent les ostréiculteurs pour aller ramasser les huîtres. Voilà, donc ça c'est une espèce de petite barge toute plate. Alors si vous me le permettez, Maximilien, je vais m'adresser directement à celui qui a eu cette lumineuse idée. Donc espèce d'abruti, tu veux les mettre où tes chiottes sur ce truc? Et en admettant qu'avec ton cerveau malade, tu finisses par trouver un endroit dans les 2 mètres carrés disponibles, comment tu organises la récupération des déjections? c'est vrai que c'est totalement absurde. Alors, je vous fais pas dire. D'ailleurs, apparemment, il y a quelqu'un au sommet de l'État qui a dû faire une indigestion d'huîtres et qui leur en veut énormément parce que les pauvres, ils s'en prennent plein la gueule en ce moment. Comment ça? Eh ben, apparemment, on aurait trouvé que les huîtres, ça pète, et quand ça pète, ça met en danger le climat. Donc, si on peut voir, voilà. Alors moi, j'en ai assez de tous ces débiles et je voudrais qu'on les mette tous dans des asiles de fous pour qu'ils nous foutent la paix une bonne fois pour toutes et que ça redevienne comme avant quand on avait des gens normaux et intelligents qui s'occupaient des affaires courantes et qui imaginaient des Concorde, des TGV et des Super Phoenix. Bref, voilà. C'était ma petite introduction pour expliquer que ce pays fait tellement n'importe quoi on peut même plus faire d'humour là-dessus parce qu'ils le font avant nous. Alors, quels sont les sujets de la semaine pour cette chronique? Alors, j'aurais voulu parler des grandes orientations stratégiques de la France, mais on les connaît tous, c'est les 4 grandes arnaques, la lutte contre les Russes, la lutte contre le climat, la lutte contre les pandémies et la soumission à tous les organismes internationaux. Donc j'en parle régulièrement, donc là, comme c'est les vacances, je vais parler de sujets plus anecdotiques comme le casse du Louvre ou le procès de Brigitte, ou encore Kermit la grenouille, donc des trucs dans le genre, si ça vous va. Très bien, mais vous trouvez que c'est anecdotique, ces sujets? Bah oui, c'est fait pour nous occuper l'esprit pendant qu'on fait avancer un agenda de plus en plus totalitaire, mais ça, j'y reviendrai dans d'autres chroniques. Très bien, alors parlez-nous du Louvre. D'accord, alors j'y crois pas. C'est tout? Vous ne voulez pas développer un peu plus? Bon, d'accord. Alors, bon, le casse du Louvre, c'est quand même super pratique quand on est en train de pondre une centaine de taxes supplémentaires et qu'on a absolument besoin que les Français ne se concentrent pas trop là-dessus et aient l'esprit occupé ailleurs. Alors, je sais que je suis un vilain complotiste, donc j'ai un cerveau qui a tendance à voir toujours l'entourloupe dans tout ce qu'on nous raconte à la télé, mais même sans ce prisme, il n'y a rien qui va dans cette histoire. Du coup, moi, j'ai refait l'enquête, donc on va commencer, si vous voulez bien, par une analyse topographique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, voici un plan de la scène de crime, si on peut le voir à l'écran.
Voilà, donc la flèche jaune vous indique l'endroit exact du casse, soit sur les quais, un endroit extrêmement exposé, au vu et au su d'absolument tout le monde. Et la flèche rouge vous montre le fameux 36 quai des Orfèvres, à savoir le siège de la BRI. Donc on pouvait quasiment, littéralement voir ce qu'il se passait des fenêtres de la BRI. Bon, en même temps, ils ne sont pas obligés d'intervenir dès qu'ils voient un engin de chantier. Alors certes, c'est une excellente remarque, mais je vous rappelle quand même à toutes fins utiles qu'un monte-charge positionné devant les fenêtres du Louvre et déployé au premier étage devant une salle d'exposition un dimanche matin à 8h30, ça pue un peu la merde, ne serait-ce qu'au niveau du code du travail qui est plutôt strict sur le travail dominical. Et j'ajouterai une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, quand je bossais dans la com, j'étais venu faire des plans du Louvre pour les besoins d'un film pour un client. Donc je l'avais fait un peu à la sauvage parce que dans Paris, on a très rarement le droit de filmer des monuments de manière professionnelle, sans autorisation. Et moi, les démarches administratives, ça me donne de l'urticaire. Et mon cadreur avait une caméra Betacam qui est une espèce de gros truc qui faisait pas du tout touriste. Bref, on s'installe devant la pyramide et on commence à faire des jolis plans. Montre en main, au bout de 5 minutes, un garde est arrivé à vélo pour nous dire d'arrêter immédiatement. Preuve que quand on veut, on peut. Vous voulez dire que l'absence de réaction est suspecte? Oui, voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Surtout qu'on a appris que les gardes avaient bien vu les voleurs, mais qu'au lieu de les arrêter, ils les ont filmés. Et surtout que le week-end dernier, là, on a aussi appris qu'on avait envoyé 30 gendarmes pour arrêter le spectacle de Dieudonné. Donc si on peut voir aussi à l'écran. Voilà, donc j'insiste bien pour que les gens comprennent. 30 gendarmes pour arrêter un mec qui fait rire les gens sur une scène, 0 pour arrêter 4 types qui braquent le plus grand musée du monde. Je ne sais pas si vous réalisez à quel point ce pays c'est devenu n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'ils sont tous contents d'eux. Donc Laurence Descartes, la directrice du Louvre, nommée par son ami Macron d'ailleurs, a dit que la sécurité a été au top. Rachida Dati a dit que les policiers ont été au top. Macron a dit que Laurence Descartes a été au top puisqu'il refuse sa démission. Dati, toujours elle, plaisante en visitant la Fondation Cartier et en demandant si les vitrines sont sécurisées, tout ça en rigolant comme une baleine. Vous êtes très remonté contre eux. Oui, parce qu'ils en ont tous rien à foutre, ils sont tous totalement irresponsables, parce que même, enfin, comme ils ne peuvent être punis que par eux-mêmes, ils vivent dans une espèce de syndrome d'hubris géant, où ils ont tous les droits et tous les pouvoirs, au point que lorsqu'ils sont nommés par copinage à un poste prestigieux, leur première action, c'est de claquer 500 000 balles pour refaire la cuisine, afin d'accueillir des invités de marque, plutôt que de faire des actions en faveur du public. Ils ont perdu tout sens de l'État pour se consacrer à leur orgueil démesuré et à leur minable petit privilège. C'est la définition même du parasitisme. Ah, donc vous n'avez rien de positif à dire sur cette affaire? Alors si, bien sûr. Donc j'ai fait aussi un petit bilan comptable de l'opération Louvre. Et moi, si j'étais Macron, j'engagerais les braqueurs au ministère des Finances parce que, enfin, voilà des mecs efficaces qui ont le sens de la rentabilité, qui fait si cruellement défaut à tous nos responsables politiques. Donc on voit bien qui viennent du privé, ces mecs-là. Que voulez-vous dire? Eh ben, regardez ce petit tableau comparatif, mon cher Maximilien. Voilà, donc là, vous voyez que pour faire ce braquage, ils ont eu besoin d'une nacelle ou d'un monte-charge. Donc en général, ces trucs-là, ça se loue 93 € par jour chez l'Oxam. Ensuite, il leur a fallu une disqueuse. Donc là aussi, on en trouve à 14,55 € la journée chez Kiloutou. Et enfin, il leur fallait le T-Max. Alors bon, un T-Max neuf, ça vaut environ 15 000 €. Mais je vous partage une petite astuce. Si vous achetez un coupe-boulon à 12,60 €, bah du coup, le T-Max, il revient à 0, ce qui est plutôt une bonne affaire. Donc ça nous fait un poste dépense à 120,15 € pour un rapport net de 88 millions d'euros. T'entends ça, Bruno Le Maire? Bénéfice net, 87 999 879 € et 85 centimes. Tout ça pour 7 minutes de travail. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà, donc moi, je lance l'idée comme ça parce qu'on a perdu l'habitude en France de voir des gens efficaces et passionnés par leur métier. Je continue ? Allez-y. Alors, une semaine après, on apprend que 2 des braqueurs ont été arrêtés et l'un d'eux est algérien et l'autre est malien. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh ben, c'est pile poil les 2 pays africains avec qui la France est en très grande délicatesse diplomatique en ce moment. Donc j'ai l'impression qu'on veut nous faire passer un message. Alors ils n'ont pas osé nous sortir le coup des Russes parce que là ça aurait été trop gros. Enfin si d'ailleurs, si on peut voir, la LCI a osé, voilà, comme on peut le voir sur cette image, qui va pas tarder à arriver d'ailleurs.
Voilà. Donc, d'ailleurs, les pauvres, ils sont tellement obnubilés par la Russie que j'ai eu l'idée d'un jeu très amusant qui consiste à aller avec un haut-parleur sous les fenêtres de la rédaction de LCI et de hurler très fort russe, juste pour les voir se jeter sous les tables, s'évanouir de terreur, mettre des gilets pare-balles, sauter par la fenêtre ou se mettre au centre de la pièce afin de limiter les effets d'une bombe atomique conformément aux recommandations officielles du gouvernement en cas d'explosion nucléaire, ce qui, au passage, nous rappelle à quel point on est devenu un pays de débiles. Voilà, donc ça, c'était mon sujet de fond, à savoir mon analyse de la PSYOP Louvre, afin d'aborder ce sujet sous un angle un peu différent des médias mainstream. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez d'autres sujets ? Oui, alors très brièvement et en vrac, j'aimerais déjà parler de Kermit la grenouille, place Vendôme. Très bien, on vous écoute. Alors, il faut déjà commencer par rappeler qu'apparemment, la France est devenue le terrain d'expression privilégié de tous les artistes étrangers qui ont un gros problème de libido non résolu et qui profitent du fait qu'il y a un nombre conséquent de détraqués sexuels au sommet de l'État pour obtenir toutes les autorisations, qui sont d'ailleurs systématiquement accordées dès que ça parle vaguement de cul. Je rappelle au passage que ces mêmes détraqués s'évanouissent d'horreur et hurlent à la laïcité quand on veut diffuser le film Sacré-Cœur, mais ça j'en parlerai une autre fois. Ainsi donc, nous avons eu droit au plug anal toujours place Vendôme, qu'on a voulu nous faire passer pour un sapin de Noël, puis nous avons eu l'immonde vagin de la reine dans les jardins du château de Versailles. Je vous coupe, aussi laid soit-il, le Kermit n'a pas de connotation sexuelle. Ah mais ça c'est parce que vous n'avez pas vu le magnifique trou du cul qu'on lui a fait au Kermit, regardez. Voilà. Vous pensez que c'est voulu ? Oui, bien sûr, parce qu'avec l'équipe en place, je sais que rien n'est fait gratuitement, donc il y a toujours quelque chose à interpréter. Et justement, comment vous l'interprétez ? Vous savez, dans les pays anglo-saxons, les Français sont appelés les frogs, les grenouilles. Donc, par ailleurs, la grenouille est souvent utilisée en référence dans cette image de la casserole qui arrive à ébullition et qui finit par ébouillanter la grenouille, qui ne s'est rendu compte de rien, vu que la chaleur augmentait de manière très progressive. Donc, tout ça mis ensemble, ça veut dire un truc du genre, regardez les Français, vous voyez comment on vous la met bien profond et vous ne réalisez rien, vu que vous ne réagissez plus. Bref, j'y vois une petite métaphore de la lente asphyxie de la population française à coups d'impôts, de normes et de réduction des libertés. Vous y voyez autre chose ? Oui, j'y vois aussi la stupidité et l'amateurisme des autorités françaises, qui, pour une fois, nous arrangent bien d'ailleurs, vu que parmi toutes les personnes impliquées dans cette farce, il n'y en a pas une qui s'est dit qu'installer une grenouille géante en plastique qui flotte juste à la veille d'une grosse tempête, c'était pas forcément une bonne idée. Et ce qui devait arriver arriva. Donc, si on peut voir, voilà, la grenouille s'est retrouvée par terre à la suite d'une rafale de vent. Et nous, on passe encore pour un peuple de gros débiles aux yeux du monde. C'est un cauchemar qui n'en finit pas, mon cher Maximilien. Ah oui, on partage, nous aussi, votre douleur. Un autre sujet ? Oui, alors encore plus rapidement, hier, on a eu l'ouverture du procès que fait Brigitte Macron à l'encontre d'un certain nombre de personnalités de la twittosphère, dont notamment Zoé Sagan et Bertrand Scheller. C'est encore un peu tôt pour en parler parce que, en plus, j'ai écrit la chronique hier après-midi, mais j'ai observé quand même 2 ou 3 petits trucs qui montrent que du côté de l'État, on a bien préparé le terrain. Et rien que pour ça, ça montre que ce n'est pas une affaire anodine. Eh bien, merci pour votre... Vous pensez qu'il y a des messages subliminaux derrière tout ça ? Non, alors, par exemple, juste avant l'ouverture du procès, l'avocat Juan Branco, qui devait défendre Aurélien Poirson, l'homme qui est derrière le fameux Zoé Sagan, a été suspendu 9 mois pour violation du secret de l'instruction dans une autre affaire. Donc voilà, si on peut voir. Et dimanche soir, BFM a diffusé un documentaire, si on peut voir aussi, sur l'horrible rumeur dont est victime la première dame de France. Donc il paraît d'ailleurs que je suis cité dedans. Voilà, c'est un titre qui, au passage, n'existe pas, mais on n'est plus à ça près dans l'approximation journalistique française. Donc, histoire de bien convaincre les normies que tout ceci est un délire de l'immonde complosphère dont nous faisons d'ailleurs partie, vous et moi, mon cher Maximilien. D'ailleurs, si un jour on m'offre un caniche, c'est décidé, je l'appellerai BFM. Ah, donc vous pensez qu'il y a un message derrière tout ça ? Oui, j'en suis persuadé, mais je vois aussi que de toute manière, cette affaire est devenue internationale et que la France a passé le relais aux États-Unis et notamment à Candace Owens. Et voilà, ça ne m'empêche pas d'envoyer tout mon soutien aux prévenus, parce qu'entre ça, Dieudonné et les révélations de Pavel Durov, le patron de Telegram, notre pauvre liberté d'expression devient de plus en plus chimérique, même si Macron ne manque pas de s'en gargariser dès qu'il est à l'étranger et qu'il donne des leçons de démocratie à la terre entière.
Eh bien, merci pour votre analyse. Avant de nous quitter, avez-vous un petit mot sur l'incarcération de Nicolas Sarkozy? Alors ouais, juste en 3 mots, donc on a tout dit là-dessus. Là encore, les médias mainstream nous ont montré toute l'étendue de leur servilité avec une incarcération suivie en live depuis le domicile de Sarkozy et avec des commentaires qui faisaient plus penser à Stéphane Bern décrivant le sac de la reine d'Angleterre qu'à un homme politique qui part en prison. On a même eu France Télé qui a posé 2 pauvres chaises en plastique rouge, si on peut voir, dans la rue, donc entre le pipi, les ordures et les voitures qui passent, pour nous faire un live en direct des murs de la prison de la Santé. Donc on touche au sublime dans l'art d'être grotesque et je trouve que c'est une parfaite illustration de l'expression faire le trottoir qu'on attribue souvent justement d'ailleurs à la presse mainstream. Voilà, c'est à peu près tout. Alors depuis, on a droit à un petit débriefing quotidien de la vie de Nicolas Sarkozy en prison, un peu à la manière d'une telenovela. Donc ainsi ce week-end, on a appris qu'il avait fait une crise de nerfs et demandé une libération anticipée parce que les prisonniers l'empêchaient de dormir en lui parlant constamment de Kadhafi, pas forcément dans des termes très élogieux pour lui, ni pour la vertu de sa pauvre maman d'ailleurs. Et hier, on a appris qu'il avait acheté un petit balai pour sa cellule, une boîte de thon et un yaourt. Voilà, et moi quand j'entends ça, je comprends pourquoi le peuple français est l'un des moins bien informés du monde et a beaucoup de mal à comprendre pourquoi la France va si mal dans le concert des nations. Voilà, c'était mes petites réflexions de la Toussaint. Eh bien, merci beaucoup, bon tweet. Et à mardi prochain avec Clémence. Merci Maximilien, à mardi prochain. Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous? Est-ce que vous avez voté sur toxin-media.fr/nous pour pouvoir dire quel projet vous souhaitez soutenir? Je vous rappelle qu'on a 7 projets là en projet justement. André Berkoff pour sa quotidienne, l'émission historique d'Éric Branca, le RIC, les projets, les grands débats qu'on n'a pas nous avec le gouvernement, eh bien on les propose sur Toxin. On a l'émission humoristique de Thomas Séraphin et de sa bande. Et puis on a l'application, le site, le magazine et Toxin près de chez vous. C'est-à-dire grand reportage où on vient près de chez vous et on va parler des problèmes concrets des uns et des autres. Et puis surtout on se rencontre, ce qui peut être absolument génial. Donc tout ça, ce sont des projets qui sont ouverts. Là, vous allez voter, vous nous dites lesquels vous voulez en priorité. Et surtout, vous nous soutenez pour tous ces projets. Et pour ça, on a besoin de vous sur toxin-media.fr/nous, toxin-media.fr/nous. Puis j'en profite de vous avoir, je vais vous montrer le studio de Toxin où je travaille tous les jours. Bon, il y a encore mes feuilles. Donc voilà, mes petites, vous voyez, pour le moment, on a bien progressé parce qu'on a repeint la table en orange, on a mis des rideaux et c'est beaucoup mieux quand même. Et vous voyez qu'on a une jolie vue avec des arbres. Voilà, n'hésitez pas, je vous rappelle, toxin-media.fr/nous. Aidez-nous, c'est maintenant si vous voulez qu'on continue d'exister et qu'on porte de nouveaux projets. C'est tout de suite maintenant que ça se joue, c'est cette campagne aujourd'hui. Toxin-media.fr/nous.